Bonjour à tous, ravi de vous voir assemblés ici. Alors, nous sommes alors on va dire 2022-2023, hein, cheval sur les 2 années. Nous sommes rassemblés pour fêter les 50 ans de la surveillance de la qualité de l'air dans notre région. Et ça nous ramènerait 50 ans en 1972-73. Et si on fait encore un saut de 50 ans, on est vers 1922. Et si on fait encore un saut d'une cinquantaine d'années, on est en 1873. 1873, c'est le décès de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait fait construire le palais qui est au-dessus, le palais du Pharaon, pour Eugénie, son épouse. Et après ces années-là, le Pharaon a été rendu à Eugénie. Et après quelques tractations avec la ville de Marseille, ce palais a été restitué à la ville à la condition qu'il soit utilisé pour des actions publiques. Alors, nous y sommes, hein, c'est le cas. Et donc, merci à la ville de Marseille hein, qui nous a aidés à louer les salles que nous occupons aujourd'hui. Donc, merci aux élus de Marseille, Catherine Juste, qui sera avec nous cet après-midi, et Muriel Andrieux-Semel, que j'ai vu ce matin, hein, qui était une digne représentante de l'ARS jusqu'à il y a peu, et qui maintenant est responsable de l'environnement de la ville de Marseille. Donc, cette sorte de continuité hein, en changeant de poste. Alors, 1873, je l'ai dit, Marseille, si on passe à... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Marseille? Quelque chose qui me tient à cœur, c'est la mesure. Hein. La mesure, citons un nom, c'est Pierre-Antoine Favre, qui a développé des calorimètres, hein, le calorimètre à mercure en particulier, et il était en compétition pour la calorimétrie avec Berthelot, Marcellin Berthelot. Favre était un médecin et il s'est remis à la chimie. Vous savez, la chimie avait bonne presse à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, vous le savez. Mais il y a eu cette compétition entre Marcellin Berthelot, qui était un chimiste, Favre qui était un médecin, mais la calorimétrie a avancé et ça a été un grand pas pour Marseille. On peut faire la comparaison avec Pasteur et Koch, hein. Corps médecin, Pasteur chimiste. Bon, voilà. Il y avait cet échange entre osmose, entre chimie et médecine qu'on retrouve maintenant avec les questions de santé environnementale. Thiers avait développé ce calorimètre à mercure. Il étudiait l'absorption des gaz sur les solides. Alors, quel gaz? Si on regarde, il étudiait CO2, SO2, NH3, NO. Ça vous parle, ces gaz-là, hein. Alors, faisons un pas de 50 ans, nous arrivons en 1922. 1922, à Marseille, la grande exposition coloniale. 3 millions de visiteurs. Un grand congrès de chimie industrielle, le 2e congrès de chimie industrielle. C'est facilement compréhensible, hein, les colonies envoyaient des oléagineux, l'industrie des huiles végétales se développait à Marseille, et à partir de ce moment-là, Albert Thian a développé un calorimètre à conduction, hein, très important, et on pouvait voir, je pense qu'on peut toujours voir à Saint-Charles les caves dans lesquelles se passaient ces mesures de grande précision. 1922, faisons encore... alors, dans les années qui ont suivi, son très talentueux élève Édouard Calvé a perfectionné ses calorimètres, hein, les calorimètres fluxmétriques, qui permettaient l'analyse de nombreux phénomènes thermiques avec une grande précision, une grande fiabilité. Alors j'ai fait un saut de 50 ans en 1972. Pourquoi 1972 ? Ça me concerne aussi 1972. Hein. C'est le début de mes travaux en recherche à l'université de Nice en calorimétrie.
hein, avec un calorimètre Tian Calvé et avec une cellule de réaction gaz liquide développée par Herbert Brown, hein, qui a obtenu le prix Nobel par la suite sur ses travaux sur le bore. C'était pour moi la découverte de Marseille. Je venais pour des jurys de brevets techniciens supérieurs en analyse biologique médicale et je discutais avec Henri Tachoir, qui était une grande figure, qui est toujours une grande figure, hein, de la chimie à Marseille. J'ai fait des mesures dans l'Institut de calorimétrie avec Raphaël Sabat, des données fondamentales, hein, utilisées par le National Bureau of Standards, qui est devenu le NIST, hein, National Institute of Standards and Technology. Donc vous voyez là, finalement, ça vous explique mon attachement à la mesure, à la métrologie, qui est le fondement de ce que nous faisons ensemble. 1972, c'est le début de l'installation de réseaux de mesure, hein, installation de réseaux de mesure de la qualité de l'air, grâce à sans doute le grand impact qu'a eu la nomination de Robert Poujade, disons la création d'un ministère de la Défense de la Nature et de l'Environnement, qui est devenu un ministère de l'Environnement. Il était ministre délégué du Premier ministre, hein. Il a créé tout un réseau d'acteurs. C'est pour ça qu'on a écrit d'un réseau d'analyseurs à un réseau d'acteurs, déjà à l'époque, hein. Il fédérait les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts, hein. Je m'adresse à Sébastien Forest, là, hein, qui est notre nouveau directeur DREAL de Provence-Côte d'Azur. Donc il rassemblait les bonnes volontés et puis bien entendu les compétences, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, pour arriver à créer ce nouveau ministère et à faire en sorte que ces actions se mettent en place. Donc ce réseau de mesure de la qualité de l'air à l'époque, hein, création d'Airfobep, donc c'était un réseau piloté par des industriels, et puis ensuite, bon, le reste de l'histoire, j'arrête, on va le voir dans la journée, en particulier dans l'après-midi, avec l'excellent travail qu'a mené Daniel Moatti, hein, sur l'histoire de ces 50 ans de surveillance de la qualité de l'air, pas que dans la région, mais aussi en France. Bon, nous sommes ici rassemblés pour évoquer cette question, pour fêter, hein, ces 50 ans qu'on appelait 50 ans d'Atmosud. Ici, assis avec nous, nous avons Claire Pitola, hein, qui est députée des Bouches-du-Rhône et qui est membre du Conseil national de l'air. Hein, le Conseil national de l'air, c'est une institution qui nous est chère, hein. Et merci à Claire de venir témoigner. Alors, elle est toute nouvelle membre, hein, du Conseil national de l'air, bien qu'elle ait déjà travaillé dans le domaine de l'air, hein, puisqu'elle était présidente d'une commission à l'Assemblée nationale, et elle est la marraine de l'air et moi, hein, ce beau programme qu'a lancé Victor Hugo Espinosa, qu'on a vu ce matin, il est par là, je ne sais pas où il est, dans la salle, hein. Bravo Victor, et merci. Et puis vous avez Guy Berger, qui est le président d'Atmo France. Alors Atmo France, c'est la fédération, il va vous l'expliquer, hein, c'est la fédération des associations régionales de surveillance actuelles. Et nous avons évidemment une action commune avec le souhait de mutualiser, hein, les moyens, de mutualiser les actions. Et c'est très important qu'on puisse travailler, je dis toujours, de travailler tous ensemble. Et notre volonté principale, c'est de faire en sorte que ce qui est produit par des organismes comme le nôtre soit accepté par tout le monde et utilisé par tout le monde. Alors après, bien sûr, ça n'empêche pas que chacun puisse s'en servir pour argumenter dans un sens ou dans l'autre, mais c'est le jeu, hein, des relations humaines et c'est ce qui permet de faire avancer. Bon, je ne veux pas être trop long, hein, Dominique, puisque je crois qu'on a déjà avancé.
Alors, un grand merci à vous tous qui êtes dans la salle. Alors, les noms sont là. J'ai revu des personnes, des collectivités. On va citer Robert Assante, qui était là, qui représentait la ville de Marseille et qui a été un président d'ASCA très actif. Et nous avions ensemble préparer une première fusion d'ASCA infrarégionale, Qualitaire et Hermarex. J'ai vu Henri Cambé-Cédès tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé avec nous pour la deuxième fusion, Airfobep et Atmopaca à l'époque. Voilà. Et bon, les services de l'État, les collectivités, Anne-Claudius Petit, qui représente ici la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Anne, tu suis toujours avec une grande attention ce qu'on fait, et tu soutiens l'action. Et puis, Renaud Muselier, bien sûr, qui s'est beaucoup engagé avec nous, qui n'a pas pu être là parce qu'il est à l'étranger aujourd'hui, mais je crois qu'il nous a préparé une petite vidéo qu'on va voir. Merci aux associations de défense de l'environnement. Je perçois Daniel Moutet, on s'est vu tout à l'heure avec les drones, j'espère qu'il va pouvoir voler après. Je ne citerai pas tout le monde. Voilà. Les associations de défense des consommateurs. Alors, consommateurs, j'ai un peu compris. L'air, on le consomme. Comme l'eau. L'eau, on paye. L'eau, on la paye. On a une redevance. En fait, c'est l'adduction, la purification. L'air, l'air, il n'y a pas de redevance à l'origine. C'est pour ça que la surveillance se fait par des associations agréées, type loi de 1901. Alors, quand même une pensée, un mot pour l'association de prévention des pollutions atmosphériques, qui a été une pierre, un marqueur de l'assurance de la qualité de l'air, puisque à une époque, c'était une association de médecins, de scientifiques, qui portait cette dimension air, qui était encore pas tellement présente à une époque, et qui ont porté ces réseaux de mesures de surveillance de la qualité de l'air avant que l'organisation collégiale s'installe avec la loi sur l'air. Ils sont toujours très actifs dans le domaine de la qualité de l'air, mais ils n'ont plus la gestion à proprement parler que nous connaissons actuellement. Mais ils sont toujours très présents. Denis Charpin sera d'ailleurs avec nous. Je salue la mémoire d'un de mes professeurs à l'université de Nice, Christian Itier, qui avait fait ses études à Marseille, qui était un radiochimiste, chimie nucléaire, qui avait installé un Van de Graaff à l'université de Nice, un accélérateur Van de Graaff, c'est pas banal, je crois que c'était le seul ou le deuxième, et qui a beaucoup œuvré avec ses techniciens, ses assistants, maîtres assistants, pour faire des mesures de qualité de l'air à l'époque, surtout sur l'acidité. Voilà, des bonnes volontés. Et Christian ici m'avait demandé de reprendre la PPA à Nice, mais je lui ai dit, mais je m'occupe déjà du réseau de surveillance de la qualité de l'air, les ASQUA, je ne peux pas, voilà. Et après, depuis, il est décédé. Alors, merci à tous. Je vais donc proposer la parole d'abord à Guy, et ensuite à Claire. Alors, Guy, si tu veux bien, si tu veux te mettre là, c'est parfait. Je te cède la place. Merci, Pierre Charles. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai un réel plaisir à participer à ce moment important et c'est pour moi l'occasion d'abord de remercier Pierre Charles de toute son implication dans le réseau, longue et efficace implication, voilà, où on a appris à s'apprécier mutuellement. Et puis c'est aussi l'occasion de saluer la belle équipe d'Atmosud avec son dynamique directeur Dominique Robin est ici présent. Voilà. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, comme l'a indiqué tout à l'heure Pierre Charles, ont été instituées par la loi LOR, et loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Sujet d'actualité, mais qui date de 1996. Ça fait donc 26 ans que cette loi a été instaurée. Et si vous faites le calcul des 50 ans, ça veut dire que votre territoire s'est emparé il y a très longtemps du problème de la qualité de l'air et de la surveillance de la qualité de l'air, et c'est tout à votre honneur.
la diversité et la qualité des personnes ici présentes attestent du très fort ancrage d'Atmos Sud dans son territoire. Et c'est en quelque sorte l'ADN des associations agréées de surveillance à qualité de l'air que désormais je vais utiliser l'acronyme ASCA pour aller un petit peu plus vite. Ce très fort ancrage territorial, comme je le disais, c'est vraiment notre ADN. Et il y en a une par région, donc 19 en tout. Vous allez me dire, oula, le compte n'y est pas. Il n'y a que 18 régions si on prend nos collègues des ultramarins. Et il y a aussi la Nouvelle-Calédonie qui a un statut un peu particulier, mais qui a exactement le même fonctionnement que nous en matière de surveillance à qualité de l'air. Voilà. Atmos Sud, vous connaissez, c'est pas la peine que je vous en parle. Peut-être Atmos France mérite-t-elle un développement un peu plus conséquent. Alors d'abord, c'est une toute petite équipe de 4 personnes avec notre déléguée générale qui est ici présente, Anne Laborie. Voilà. Nous avons une responsable de projet, une chargée de communication et puis une secrétaire comptable. Voilà. C'est aussi un bureau qui compose 9 membres, bien sûr tous issus des ASCA, donc tous bénévoles, qui se réunissent régulièrement pour vérifier si la mission qui nous est dévolue est bien remplie. Alors quand je parle de mission, elle a un triple... elle s'appuie sur un trépied qui est celui à la fois de défendre les ASCA, d'abord promouvoir, parce que c'est la première action, promouvoir les actions, ensuite éventuellement les défendre. Chacun sait que l'argent est souvent le nerf de la guerre, donc aller à la pêche aux subventions ou mettre en avant nos qualités pour montrer à combien il est important de nous soutenir financièrement. Voilà. Et puis aussi et surtout coordonner l'action des différentes ASCA. Elles étaient beaucoup plus nombreuses à l'origine. Pierre-Charles a fait référence à des fusions. Il y en a eu dans plusieurs régions. Voilà. Donc, il a fallu aider à ces structurations et il faut aussi faire en sorte que le travail qui est fait soit concourant. Et ce n'est pas forcément aisé dans la mesure où, derrière le vocable de l'acronyme ASCA, se cachent des diversités importantes. Il y a une différence d'histoire. Certaines ont un âge très adulte, 50 ans. D'autres atteignent à peine la puberté. Voilà. Il y a des différences géographiques, climatiques, des différences sur les problèmes rencontrés. Tout le monde n'a pas un port qui accueille des navires de plaisance, mais par contre, certains ont des algues vertes, brunes, voilà. Donc il y a une très grande diversité. Et le tout, c'est de faire travailler tous ces gens ensemble. Et c'est ce à quoi nous nous employons au quotidien. Voilà. Alors, je dirais que Atmos France, c'est avant tout une remarquable aventure humaine, puisque plutôt que de travailler en tribus gauloises ou de se comporter comme des tribus gauloises, chacune dans son territoire, nous avons appris collectivement à travailler ensemble, à croiser nos compétences, à s'enrichir de nos différences et à faire en sorte que nous répondions au mieux aux attentes sociétales. Des attentes sociétales qui ont largement évolué. Il y a 50 ans, la qualité de l'air n'était la préoccupation que de quelques initiés. Et grâce à l'OMS qui a indiqué que les microparticules étaient potentiellement cancérigènes, c'est devenu un enjeu de société avec l'intérêt que chacun y porte aujourd'hui. Notre réseau est le premier producteur de données, puisqu'aujourd'hui nous sommes entrés dans l'ère de la data. Notre réseau est le premier producteur de données sur la qualité de l'air et on sait aujourd'hui que l'utilisation qui est faite de ces données est particulièrement importante, à la fois pour 2 grands enjeux de notre société d'aujourd'hui qui sont à la fois les données climatiques et les conséquences que cela peut avoir, et aussi sur le domaine de la santé. Il y a
des gens plus compétents que moi dans ce domaine-là dans la salle. Voilà. Donc ces données sont importantes et nous devons, nous, être en capacité de réussir toutes ces évolutions, d'être toujours just in time par rapport aux besoins. Excusez-moi cet anglicisme, mais c'est celui qui m'est venu sur le moment. Voilà. Et donc, ça demande pour nos équipes des adaptations très, très rapides. Les métiers ont changé, la nécessité, enfin, ont évolué plutôt que changé. Voilà. Et cette capacité d'évolution, cette capacité d'adaptation, est pour moi une grande fierté parce que je dis toujours que nos ASCOA réussissent à concilier le meilleur des deux mondes. Notre structure juridique est la structure associative et en général au mot association on colle le mot implication, militantisme et puis les métiers sont des métiers scientifiques et il y a la rigueur scientifique. Et donc animer ce réseau-là, c'est quelque chose de particulièrement enthousiasmant, même si au quotidien ce n'est pas toujours aisé. Voilà. Donc, et je voudrais terminer simplement en disant que notre modèle français est salué de manière internationale et nous faisons école un petit peu partout. Je sais les liens forts noués entre Atmosud et le Maroc, mais d'autres ASCOA nouent des liens avec l'Asie, avec d'autres pays d'Europe. Voilà. Donc, une grande fierté de présider ce réseau avec de très beaux fleurons dont Atmosud est un des plus anciens et des plus beaux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup Guy. Tu as bien fait ressortir cette technicité, cette spécialisation des métiers, la haute valeur scientifique du travail qui est fait, et puis ce côté humain, ce côté de partage, et je t'en remercie. Et c'était toujours un plaisir de travailler ensemble. Je crois que la vidéo qu'a eu l'amabilité d'enregistrer Renaud Muselier est prête. Alors, est-ce que vous pouvez la lancer, s'il vous plaît? Vive 2023 et bravo pour les 50 ans d'Atmosud. 50 ans, âge absolument magique. Et moi, je vous dirai au président Maria, comme au directeur général, M. Robin, à quel point j'ai eu plaisir à travailler avec Atmosud. On a mis avec vous en place le plan escale zéro fumée, de façon à ce que ce soit, je suis médecin, c'est un thermomètre clair, net et précis, indiscutable, et merci pour ce que vous avez fait. On vient de voter à la région notre plan climat 100% au profit du développement durable. Bon, on a bâti 5 axes, air, mer, terre, environnement et déchets. Bon, mais on se retrouve dans un schéma où là, aujourd'hui, tout le volet de l'air a été fabriqué avec vous, avec Atmosud. Donc, relation de confiance entre vous et nous, relation de confiance pour nos concitoyens. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir une vision politique, c'est-à-dire dans le sens le plus large du terme, le bien-être de nos concitoyens. Vous y travaillez, on y travaille, on le fait ensemble. Vive vos 50 ans et vive Atmosud. Merci beaucoup Renaud pour ton message. Je retiendrai le mot de confiance. Le plus important pour nous, c'est que tout le monde puisse faire confiance au travail d'Atmosud et des autres ASCOA de la Fédération Atmo. Tout à l'heure, je n'ai pas cité les industriels ou les sociétés qui travaillent avec nous. J'ai vu tout à l'heure Jacques Moussafir, un ARIA, un VA est représenté. Il y a Étienne Devancé qui a développé un matériel remarquable et qui anime la FIMEA. Donc c'est ces relations et cette confiance. Je l'ai déjà dit pour les associations, tout le monde doit apporter ces éléments, faire confiance. Et après, comme je l'ai dit, à chacun de construire l'argumentation qu'il souhaite pour faire avancer le côté politique et donc les décisions à prendre. Je vais passer la parole à Claire. Et encore merci Claire d'être avec nous. Et tiens, non, tu as le micro là-bas. Si tu veux prendre celui-là, c'est bon. Va là-bas, oui, c'est bien. On te verra bien là. Merci à tous.
Merci beaucoup Atmosud de m'accueillir aujourd'hui. Bon anniversaire donc pour ces 50 ans. Je suis ravie d'être parmi vous. Tous mes vœux, parce qu'il est encore temps, hein, je n'ai pas vu tout le monde dans la salle, donc tous mes vœux de bonheur et de joie pour cette nouvelle année. C'est une émotion particulière d'être là aujourd'hui parce que je me rends compte que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille ensemble. Ça a commencé par Victor Hugo Espinosa, il faut lui rendre honneur. Quand j'ai été élue députée en 2017, en fait, il est rapidement venu me trouver pour me dire il faut faire de la sensibilisation à la qualité de l'air pour les enfants. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble pour parler de santé et de santé de nos enfants. Et rapidement, en fait, il m'a amené donc voir Atmosud. Et donc deuxième engouement parce que moi aussi j'aime la mesure, Pierre-Charles. Je suis ingénieure et j'ai pour habitude donc de travailler en disant que on n'améliore que ce qu'on mesure. Et donc c'était un vrai plaisir de pouvoir commencer à travailler avec Atmosud. Et donc rapidement, en fait, on a pensé ensemble que sensibiliser les députés pour qu'ils puissent chacun dans leur territoire amener ce savoir-faire si particulier que vous avez développé ensemble, c'était une façon en fait d'essaimer et de donner plus de puissance à cette façon de travailler. Et donc on a commencé à proposer aux députés des sensibilisations et rapidement c'est devenu un groupe d'études que j'ai présidé, un groupe d'études qui s'appelle Air et Santé, qui est reconduit maintenant sur cette deuxième mandature et on a ouvert en fait tous les champs que Atmosud développe et c'est ça que je voulais souligner particulièrement, c'est que Atmosud non seulement en fait fait cette surveillance réglementaire de la qualité de l'air obligatoire par la loi, mais essaye d'investiguer de nouveaux champs, notamment le champ des écoles, l'air intérieur. Et donc c'est comme ça petit à petit que dans la loi Elan, on a commencé à travailler cette ouverture avec les députés. Et petit à petit, on a créé ce réflexe air dans les lois. Mon prédécesseur au Conseil national de l'air, donc Jean-Luc Fugit, lui était beaucoup axé sur l'augmentation des budgets. Et donc on était très complémentaires dans nos actions. Il y a eu des augmentations des budgets pour les ASCOA, justement, pour pouvoir leur permettre d'ouvrir de nouveaux champs. Parce que chaque ASCOA sur son territoire va avoir à cœur de se spécialiser et de proposer ce qui est adapté à son territoire. Et donc pour en revenir à ce qu'on a développé avec Atmosud, c'était donc l'air intérieur, un appui pour les écoles, et c'est comme ça que petit à petit on a poussé à ouvrir ces enveloppes auprès de l'éducation nationale pour que l'éducation nationale finance des capteurs. Maintenant il faut travailler l'accompagnement parce qu'on voit que ça suffit pas juste de donner des budgets. Et ensuite, il y a eu toute cette ouverture aussi sur le champ du maritime, où Atmosud a très rapidement fait ses journées de l'air et des ports. Il y a eu en fait une reprise très rapide des acteurs du port à Marseille. Et tous ces champs-là, petit à petit, on les a apportés à l'Assemblée nationale avec mes collègues. Ce qui me permet aujourd'hui d'être membre du Conseil national de l'air et d'apporter sur cette nouvelle mandature du Conseil national de l'air une volonté donc de suivre toujours ces mêmes ouvertures. Ça va donc être un nouveau mandat qui va être tourné vers les territoires avec ces mises en place de zones à faible émission. Donc on a voté dans la loi climat et résilience, cet accompagnement du champ de l'air intérieur, cet accompagnement aussi des émissions portuaires en soutien, et tout ça tourné vers les territoires. Donc c'est vraiment ce que je souhaite pousser dans cette nouvelle mandature du Conseil national de l'air, qui ne saurait tarder dans la mise en place. On a une plénière qui doit arriver bientôt, mais surtout poussée par une volonté politique, parce que ça ne peut pas avancer si on n'a pas un ministère de la transition écologique qui est moteur. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a le ministre, donc Christophe Béchu, qui est vraiment déterminé dans cet accompagnement des territoires et qui a mis en place, donc notamment pour les zones à faible émission, une concertation
concertation à laquelle j'assiste en tant que membre du Conseil national de l'air. J'assiste de droit à cette mise en place et on voit bien là toute la diversité des territoires et les besoins d'accompagnement sur les territoires. Et donc, il est naturellement très enclin à ma demande que ce futur Conseil national de l'air, cette future mandature, puisse être proche des territoires. Donc, toute cette feuille de route, on va continuer à la travailler ensemble et c'est aussi l'émotion que j'ai de vous voir aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui sont dans la salle et que j'ai pu voir à l'Assemblée sur ces sessions du groupe d'études Air et Santé, que j'ai pu voir aussi sur les territoires, puisque ce groupe d'études avait vocation aussi à aller sur les territoires, on va continuer, mais aussi cette ouverture au champ de la santé, d'être beaucoup plus sur des champs de proximité et pas seulement sur des actions de Santé publique France. Santé publique France est une entité qui est très importante, mais qui agit sur des grandes cohortes. Or, on est bien dans une idée aujourd'hui que l'air, ça doit être local, ça doit répondre à des attentes sanitaires des citoyens, et donc ça doit pouvoir agir beaucoup plus en dynamique avec ce que respirent nos citoyens. Et tout ça, c'est un champ qui s'ouvre par la volonté des ATMO, par la volonté des acteurs qu'ils fédèrent. Et on est un territoire qui est vraiment très moteur là-dessus, et j'ai à cœur de le valoriser au sein du CNA. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, et merci encore à Atmo Sud pour cette invitation. Merci beaucoup, Claire. Et nous apprécions beaucoup ton implication et comme tu l'as dit, ton attachement à ce qu'est la mesure et ton activité d'ingénieur avant que tu deviennes député. Mais c'est très important, ce lien étroit. Je vais passer la parole à Dominique afin qu'il vous présente rapidement le déroulé de la journée. Et ensuite, on amorcera une première table ronde et ensuite on échangera un peu avec vous votre ressenti. Dominique, tu peux présenter la journée ? Bien, merci Pierre-Charles. Bien écoutez, comme on a pris un peu d'avance, comme vous l'avez constaté, je vais essayer de faire vite. Donc dans cette journée, en fait, vous avez trois temps pour la résumer en quelques mots. 3 tables rondes, donc la prochaine arrive instamment. Donc une qui va un peu parler de notre vécu, une seconde qui traitera de la question des enjeux, et puis difficilement de traiter de cette journée sans parler de la suite du futur, donc qui est un petit peu le slogan d'ailleurs de ce que on vous a proposé. Pour la pause méridienne, vraiment je vous invite à aller discuter avec les équipes. On aura la chance d'avoir à la fois l'équipe d'Atmo Sud qui a préparé très activement cette journée, vous le constaterez, mais avec les partenaires. Et c'était vraiment un message que nous souhaitions porter avec Pierre-Charles, des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels, et puis des partenaires entreprises. Pierre-Charles l'a évoqué tout à l'heure, on a pris l'habitude de travailler aussi avec ces acteurs. On est dans la même barque. La question de l'air, c'est pas une question publique ou privée. Et je crois qu'on a essayé de faire vivre, nous en tout cas, ici, ce marqueur. On aura une dernière séquence qui donnera l'occasion d'abord d'écouter Daniel Moati, ça a été évoqué tout à l'heure, qui a fait un travail assez considérable de documentation, d'analyse sur les 50 ans d'existence d'Atmo Sud. Il est peut-être même un peu remonté avant, et il vous dira ça en quelques mots. Et puis on aura une séquence grand témoin, je ne vais pas trop déflorer, mais on aura nos anciens présidents, Robert Assante qui interviendra notamment, Denis Charpin, ça a été évoqué, et nous aurons la chance également d'avoir une intervention de notre DGEC, le directeur général énergie-climat, Laurent Michel. Vous le savez, on est agréé par l'État, et évidemment c'est un acteur déterminant de notre action. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur le programme, vous l'avez eu, j'imagine. On va juste faire un test, parce que autant pour l'ouverture, on a été plutôt souple, mais pour les tables rondes, on va vous demander de respecter un peu le timing, donc chacun aura 7 minutes. Et pour vous aider à tenir le temps, on a prévu un petit jingle qu'on va lancer tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ça voudra dire qu'il faudra aux intervenants penser à conclure. Donc, je pense que chacun comprend bien la règle du jeu. On aura beaucoup de temps d'échange et ça fait partie aussi de l'équilibre d'Atmo Sud. Vous savez, on donne la parole. Donc, c'est une façon aussi de permettre à la salle de parler, évidemment, le plus possible.